Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de gombo, nous parlons de sein, nous parlons de cancer, de marché, de cosmétiques, d'innovation, d'agro-transformation. Vous êtes sur Zitata, restez là, Forme épisode 191, c'est parti. Femme, 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 t'as la très girly, c'est Rosa à droite ou Rosa à gauche, avec moi deux formes, comme tous les mardis, 20h10 sur Zitata, avec toutes les rediffusions. Il y a avec nous sur le plateau Lisa Romani. Comment ça va, Lisa? Ça va, merci. On ne s'est pas concerté, hein, mais on est rose-rose. Mais tu vas nous expliquer pourquoi toi, tu es toujours en rose. J'essaye au maximum. Voilà, ça s'appelle un peu de marketing, et puis c'est joli le rose. Et puis il y a aussi avec nous Alexandra Arnay. Comment ça va, Alexandra? Je vais bien, merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tu as failli être en rose total aussi, toi? Alors, j'ai failli, mais nous, c'est l'amour toute coulée, on en parlera tout à l'heure. Ah, d'accord, bon, on n'a pas tout vu avant, donc ok, toute coulée, on va parler de l'amour toute coulée. Est-ce que vous pouvez, vous présenter, mesdames? Lisa, peut-être? Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Lisa Romani, j'ai 27 ans et je suis l'une des cofondatrices de la marque Aloe. Donc, ce sont des produits capillaires made in Martinique. Donc, on fabrique tout en Martinique. Voilà. Voilà. Et Lisa est sur ce plateau parce qu'elle vient de recevoir donc un prix, le prix de l'innovation agro-transformation, qui lui a été décerné, donc il y avait 4 lauréats, il y avait 4 catégories, qui lui a été décerné par le Parme et Carrefour, et dans la catégorie cosmétique, c'est ça? Exactement. Donc on va parler d'Aloe, on va parler d'Aloe, on va parler de pourquoi tu fais ça, comment tu fais ça, le gombo dont j'ai parlé en exergue, et donc le produit que tu utilises de façon privilégiée. Exactement. Très bien, mais je vais revenir à toi parce que quand on dit les présentations, tu vois, elle a mis sa casquette de chef d'entreprise ou de créatrice, mais c'est pas que ça, j'imagine, Lisa. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, je m'appelle Alexandra Arnay, j'ai 46 ans, quand tu as dit 27 ans, je fais... Eh ouais, ma chérie. C'était... Ça fait 20 ans, ça fait presque 20 ans de différence. Ça fait 20 ans, ans, mais âge, donc, mais c'est oui. fantastique en fait de te rencontrer, Lisa. Oui. Et alors, j'ai fait de la radio, de la télé en Martinique. Et depuis 8 ans, je me suis engagée au sein d'une association qui s'appelle Amazon Martinique, qui a essaimé un peu partout dans les Outre-mer, qui aujourd'hui est réunie sous la bannière d'une fédération qui regroupe près de 7 associations un peu partout dans les Outre-mer et qui accompagne les femmes touchées par le cancer. Parce que toi, tu as été touchée par le cancer. J'ai été touchée par le cancer il y a de cela 10 ans, un cancer du sein. Et mon parcours qui a été à la fois en Martinique et aussi pour une partie à Nantes, fait que je me suis rendu compte qu'on trouvait un certain nombre de dispositifs en France hexagonale qui n'existaient pas chez nous. Et ça m'a un peu titillée. Et j'ai eu envie d'apporter ma contribution. J'étais pas seule, puisqu'avec moi, j'ai rencontré plein de femmes fantastiques qui se sont engagées, de femmes et d'hommes, sont engagés à nos côtés et ça a donné Amazon. Et alors, moi, je te connaissais effectivement parce qu'il me semble que tu étais à la radio RCI un moment. Tu fais des matinales aussi, ou tu as fait des matinales sur Martinique, la première. Et puis, moi, de retour ici, en 2018, il y avait une espèce d'ébullition, d'effervescence, en fait, autour d'un film. Oui. C'était ça, en fait. Et c'est là que parce que tu avais des blogs aussi. Je crois que tu avais un blog. En fait, il y a des choses que je lisais. Et puis après, j'ai vu ce film... comment s'appelait-il d'ailleurs? Amazon, l'art de revivre. Amazon, voilà. Et donc, c'était à l'occasion. Il y a eu un magazine aussi. Il y a eu un magazine. Alors, c'est vrai qu'Amazon, ça a été vraiment une rencontre d'abord, une rencontre avec cette maladie. Oui. Les effets secondaires, le parcours, parfois la solitude, les difficultés. Et puis après, il y a Frida Kahlo qui parle de malheur merveilleux. Ça a vraiment été ça pour moi, cette maladie. Parce que après cette rencontre avec la maladie, les effets secondaires, le parcours, il y a eu la rencontre avec des personnes qui passaient par la même chose que moi, à la fois les femmes qui pouvaient être touchées par la maladie, mais aussi tous les aidants, les accompagnants parfois qui étaient un peu perdus. Et on a eu envie de transformer ce malheur en quelque chose de merveilleux. Oui. Et pour moi, ce quelque chose de merveilleux, c'est Amazon, parce que 8 ans après, on voit que c'est un concept qui a essaimé un peu partout et qui trouve écho auprès de beaucoup de monde, et puis qui fait surtout du bien à beaucoup de monde. Et cette effervescence dont tu parles, c'était en octobre 2017, où il y a eu une exposition à la Villa Chantecler. Exactement. Avec ce documentaire juste avant l'exposition. En fait, le documentaire, et c'était pas prévu, ou peut-être
inconsciemment, a provoqué un élan de solidarité, de sympathie pour ces femmes, puisque c'était un portrait C'était des photos. C'était une exposition photo, et le documentaire retraçait le parcours de ces femmes qui avaient accepté de faire ces photos. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez inédit. Il y avait déjà eu des événements autour de la sensibilisation sur le cancer du sein, mais c'était assez inédit d'entendre les personnes touchées par la maladie prendre la parole, et puis prendre la parole de cette façon-là à travers le prisme de l'art et d'assumer. D'où ce nom d'Amazon qu'on assume particulièrement et qui aujourd'hui c'est quelque chose d'assez incroyable quand tu vois, par exemple, on était en Polynésie il y a 2 ans, il y a aussi une association Amazon, et quand tu entends une nana qui roule les airs, parce qu'en Polynésie, elle roule les airs, Oui. et qui dit oui, alors moi je suis une Amazon avec l'accent, tu te dis waouh! 8 ans après, c'est incroyable en fait ce que ce parcours de sororité a pu créer. Voilà, il y a un mot qui vous caractérise aussi, c'est celui de sororité. Oui. Vous êtes donc vous reconnaissez, vous êtes des femmes et vous êtes unies par cette maladie, mais aussi par la résilience dont vous faites preuve, c'est ça? Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans notre ADN et qui fait partie intégrante. En plus, c'est dans nos valeurs. Oui. Tu as la sororité, l'audace et la bienveillance, bien sûr, mais il y a aussi cette sororité qui est fondamentale dans notre façon de concevoir, cette paire-aidance qui est fondamentale dans la façon dont la paire-aidance. Retenons le mot, hein. Paire, la paire-aidance. D-A-N-C-E. Paire, c'est l'une et l'autre connaît. C'est ça. Les gens, vous connaissez la même chose et vous vous aidez, quoi. Exactement. Tu connaissais ce mot-là? Non, j'avoue, non. Ouais, moi non plus. Et alors, pardon, vas-y. Et cette paire-aidance est vraiment fondamentale dans les missions que nous menons. Et alors, juste pour pouvoir cadrer un petit peu, donc le cancer, les cancers, tout cancer confondu en Martinique, donc c'est des chiffres de l'ARS, je pense qu'ils datent de 2023-2024, 1500 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en Martinique, tout compris. Oui, tout compris, d'accord? Par an, d'accord? Le cancer est la 2e cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein, c'est 33% des cancers chez la femme. Ouais. 260 nouveaux cas en 2024. 260, c'est beaucoup, hein? 260 c'est beaucoup. Nouveaux cas, oui. C'est beaucoup. Ce sont des chiffres qui sont équivalents à ce qu'on trouve en France hexagonale, avec des choses que nous, on voit sur le terrain, des femmes de plus en plus jeunes. Oui. Qui sont touchées par la maladie. Il nous arrive d'accompagner des femmes qui ont 18, 20 ans, Oui. Alors qu'avant, et on en discute beaucoup avec les médecins, ils nous disaient qu'en général, quand les femmes qu'ils accompagnaient avaient entre la cinquantaine, la soixantaine, et de plus en plus de jeunes personnes. Moi, j'ai eu un cancer, j'avais 36 ans. Oui. Et les femmes qui font vivre nos associations entre 30 et 40, et parmi les femmes qu'on accompagne, il y a beaucoup, de plus en plus, malheureusement, de jeunes femmes. Qui sont diagnostiquées. Qui sont diagnostiquées. Alors, il y a une notion quand même qui est très forte, et quand on entend, pendant les campagnes de prévention du cancer du sein, notamment en octobre, c'est il faut se faire dépister. Oui. Et donc, néanmoins, il y a 60 décès par an de ce cancer. Première cause de mortalité par cancer des femmes. Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer. Et alors, il y a une surmortalité. Peut-être qu'il y a des diagnostics chez les plus jeunes, mais la surmortalité est observée chez les 45-54 ans. Oui. Il y a une Ce sont des cancers voilà. agressifs. Voilà. C'est-à-dire que le corps humain, plus il est jeune, plus les cellules sont en forme. Oui, mais ça peut aussi envahir le corps aussi plus facilement. C'est ça. Ouais. Tandis que quand on vieillit, on peut parfois vivre plusieurs années avec un cancer en étant suivi. Et c'est vrai que moi, c'était mon cas, j'ai eu un cancer agressif. Oui. Et il y a 2 situations. Soit il est agressif, il résiste au traitement, et là, ça peut être compliqué. Ce qui peut expliquer cette surmortalité, mais il y a aussi d'autres facteurs. Soit il réagit bien au traitement, donc à la chimiothérapie, la radiothérapie, et du coup ça va très vite, très vite. Dans le traitement. Le traitement réagit bien. Ok. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, parce que plus tôt on est dépisté, mieux on pourra mettre en place le bon accompagnement, et moins on a de chances d'avoir des traitements qu'on appelle invasifs. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la totale, j'ai eu la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, puisque j'ai une mastectomie, l'hormonothérapie, qui peut durer entre 5 et 10 ans. Voilà, j'ai suivi l'entièreté du protocole. Mais plus tôt on est détecté,
Parfois, des femmes n'ont pas de chirurgie, ou n'ont pas besoin de passer par la phase chimio. Donc, c'est pour ça vraiment que je dis, il y a une espèce de peur, parce qu'encore c'est tabou, il y a encore cette impression que cancer égale mort. Non. 90% des cancers, c'est important de répéter ces chiffres-là. Il faut le dire, 9 sur 10 sont guéris. Mais il faut diagnostiquer. Il faut diagnostiquer, donc faites. Et puis, alors, il y a un petit geste, parce que il faut savoir que les campagnes de dépistage, jusqu'à aujourd'hui, ciblent les femmes de plus de 55 ans. Oui, surtout qu'il y a la mammographie qui est gratuite qui tous les 2 ans, etc. Et parfois, des femmes les femmes qu'on accompagne, qui ont 30 et 40 ans, souvent nous appellent, nous disent « J'ai senti un truc, je suis inquiète, je connais mon corps, mais mon médecin ne veut pas me prescrire. » Parfois, les médecins ne veulent pas prescrire, ils disent « Mais vous n'avez pas l'âge, ça doit être autre chose, etc. » Et on fait aussi ce travail de plaidoyer et de sensibilisation aux médecins en disant que, attention... Écoutez les femmes, quoi. Oui. Voilà, c'est-à-dire que tu vas pas, parce que on va pas dissuader, mais une mammographie. Tu as déjà fait des mammographies, Lisa? Bon, c'est un petit peu douloureux. On ne veut pas insister sur ça. Hein. C'est pas agréable, on va dire. C'est pas agréable. On te pioche. On va dire sans panini. Non, voilà, sans panini. On te pioche le tété comme ça. On te pioche le tété comme ça. Pardon pour le micro. Donc, je veux pas dissuader. Il faut aller faire la mammographie quand c'est prescrit. Et cette question-là du cancer du sein, c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé. Tu as 27 ans, tu as toute la vie devant toi. Honnêtement, non, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que de plus en plus, avec toute l'actualité qu'il y a autour d'Amazon, moi, si j'ai connu le cancer du sein, c'est notamment grâce à l'association. Hein, honnêtement. Ça me touche, ça me donne des frissons. Oui, parfait. Les Ray-Bon aussi. Oui, c'est clair. Lisa, raconte-nous. Donc, toi, tu es chef d'entreprise. C'est ça. Tu as créé Aloé. On a parlé d'Aloé, qui est ton bébé. Mais tu as d'autres bébés, d'ailleurs. Oui. Tu as d'autres bébés. Aloé, c'est une entreprise de cosmétiques. Donc, tu es contente d'avoir ce prix-là? Innovation, agro-transformation? Alors honnêtement, on s'y attendait pas, parce qu'on a beaucoup... Parce qu'il faut savoir qu'à Aloé, on est trois fondateurs, ma sœur et mon... Fiona. C'est ça, Fiona, ma sœur, qui a formulé tous les produits. Oui, c'est la chimiste. Voilà, on va dire ça. Et mon compagnon, qui lui a fait... Mehdi, qui a fait tout le branding de la marque. Voilà. C'est lui qui a mis du rose partout, il t'a pas demandé ton avis. Alors non, avec Fiona, on voulait du rose. Et après, il s'est adapté. Et alors, raconte-nous la genèse, parce qu'on imagine, tu sais, docteur Tournesol dans sa cuisine, Fiona qui est en train de « Oh, je vais essayer ça. » Elle a peut-être essayé... Raconte-nous un petit peu la genèse. Alors, en fait, l'histoire, c'est surtout... Alors, au départ, c'est Fiona. Elle avait les cheveux défrisés. Parce qu'il faut savoir que Fiona a les cheveux beaucoup plus épais que moi. Oui. Et donc, maman a défrisé ses cheveux quand elle était plus jeune, pour pouvoir la coiffer plus facilement, comme beaucoup. Ça se passe ici, vous avez grandi ici? Oui. Tout est en Martinique. Oui. Et du coup, de fil en aiguille, elle en a eu marre de défriser ses cheveux, et quand elle avait 16 ans, elle a décidé de faire un big shop. Donc, c'est-à-dire qu'elle a tout coupé, elle a coupé tous les cheveux qui étaient défrisés pour redevenir au naturel. Ça s'appelle Big Shop? C'est ça. Ok. Et donc, du coup, elle a voulu... prendre soin de ses cheveux naturellement, sauf que dans les commerces, à l'époque, on ne trouvait pas de produits adaptés à ses cheveux. Donc du coup, elle a commencé à faire pousser des petites plantes d'aloe vera et faire ses produits maison. Et de fil en aiguille, j'ai essayé, ça m'allait, j'ai vu des évolutions. Mes cheveux, qui je pensais ne poussaient plus à l'époque, se sont remis à pousser. Et de fil en aiguille, moi, j'ai dit, si ça fonctionne pour nous, ça fonctionnera pour les autres, donc allons-y. Donc on est parti avec 200 € et on a lancé Aloé. Vous avez créé la société? Alors, ou bien les 200 € ont permis d'acheter les produits, les bonbons? En fait, les 200 € ont permis d'acheter quelques packaging, quelques étiquettes, les matières premières, et on a testé, on a fait des formules correctes, j'ai envie de dire, et on a pu commencer à faire quelques ventes. Et avec ces 200 €, on en a fait 800. On a tout réinvesti, ces 800 se sont transformés en 2000 et ainsi de suite aujourd'hui. Et tu es vraiment autodidacte, parce que toi, alors du coup, dans la présentation, donc Fiona c'est la créatrice, Lisa c'est l'entrepreneur. C'est toi qui as dit allons faire du business. Ah oui. D'accord. Mais tu avais appris ça? À l'école Non, pas plus que ça. Mais c'est que moi, j'ai fait 2 ans d'alternance qui se sont très bien passés. Dans quel domaine? Dans le domaine marketing. Ok. Et j'ai dit, ça s'est très bien passé, hein, rien à dire, mais j'ai dit, plus jamais j'aurai un patron. En fait, je veux pas, j'arrive pas. Voilà, tu es ton patron, ta propre patronne. Et donc, du coup, c'est là qu'on a lancé Aloé. C'est assez bien. Et donc, ça fait 2 ans, en fait? Aloé, oui. D'accord. Et donc, vous avez reçu ce prix pour les produits capillaires.
Pour le lait capillaire. Pour le lait capillaire, pardon. C'est ça. Mais tu fais d'autres produits, tu as une gamme qui est assez vaste. On a une gamme de 11 références qui Oui. va du shampoing lavant, des soins lavants aux soins quotidiens, plus quelques produits dans les tuyaux qui devraient sortir bientôt. D'accord. Et là, parce que tu connais ça, Aloé? Alors, figure-toi que oui, parce que je te suis, mais plus encore, alors je vis plus en Martinique depuis 5 ans, je suis hébergée chez des amis, et j'ai vu dans la douche ton produit. C'est-à-dire que pendant que tu parlais, je me suis dit, gombo. Et ça m'a marqué, parce que j'ai vu effectivement le packaging rose, j'ai vu du gombo, je dis, oh, c'est génial ça, un shampoing au gombo. Et je rencontre la créatrice, c'est la classe. C'est la classe. C'est la classe. C'est la classe à Dallas. Et alors, le gombo, mais le gombo, c'est par hasard, parce que Fiona, elle a pu tenter peut-être autre chose. Parce que c'était de l'aloe, précisément. Au départ, c'était de l'aloe. C'était de Voilà. l'aloe vera, mais l'aloe vera, déjà, c'était pas assez unique, parce que beaucoup de marques utilisent l'aloe vera. Et de fil en aiguille, à force de faire des recherches, on a découvert que le gombo avait la même base de propriété que l'aloe vera, mais beaucoup plus fort. C'est plus fort, ça va beaucoup plus loin. Ça hydrate en profondeur, ça stimule la peau, ça protège du soleil. Ça se mange. Et donc, du coup, il faut savoir que nos produits, on les sait pas, on a ajouté le gombo à une formule, tu vois. On a vraiment formulé nos formules autour du gombo. C'est-à-dire qu'on a pris tous les bienfaits du gombo et on les a mis en valeur via des actifs. Sans vouloir révéler tes secrets de fabrication, mais on imagine, on va essayer peut-être, hein, Alexandra, dans notre cuisine ou dans notre salle de bain. Donc, un produit capillaire, un produit cosmétique, c'est effectivement le produit naturel. Donc là, il y a des propriétés. C'est comment ça s'appelle? C'est un peu baveux, le gombo. C'est très visqueux. C'est visqueux, voilà, gluant, un peu visqueux. Mais tu rajoutes de la crème pour que ça soit un produit blanc, non? C'est quoi ça? C'est du lait? C'est quoi? On rajoute, après chaque produit a ses spécificités, mais on ajoute en moyenne de l'huile de pépin de raisin. D'accord. De l'huile, quoi. De l'huile de pépin de raisin. Certains produits ont de la glycérine, d'autres non. On a aussi du beurre de karité. C'est tout naturel. Oui, c'est vraiment l'objectif de tout est naturel. Et c'est déjà le cas, c'est 100% naturel. Oui, nos produits sont naturels. 100% naturel. Ok, toi, tu fais attention à tes cheveux pour avoir de belles locks comme ça. Oui. Et c'est souvent quelque chose que les gens ne savent pas. Ils se disent, ah, t'as des locks, t'as pas... Tu fais rien, Au contraire, ça demande beaucoup d'entretien et on ne peut pas justement mettre n'importe quoi. Donc on est toujours à l'affût, nous, les locksés, des bons produits et des produits naturels. Oui. Parce qu'à la différence d'autres types de coiffure, quand on a des cheveux libres comme ça, tu passes un truc... Les produits restent un peu dans la fibre, enfin dans la lox. Oui. Donc il faut vraiment que ce soit naturel, que ça, voilà. Donc je pense que je vais me rapprocher de Et en plus, je pose une question indiscrète, tu les teins tes cheveux? Non. Parce que souvent les locks, et c'est peut-être lié aux produits que tu utilises, d'ailleurs les locks, tu sais, il y a un côté un peu sec au bout, en fait. Tu sais, peut-être que ça vieillit, tu sais, surtout quand elles sont très longues. Donc tu les as jamais coupées. Non, jamais. C'est de plus en plus noir, tu as vu? C'est de plus en plus on voit qu'elles sont hydratées. Elles sont très hydratées. Et alors toi, donc cette petite aventure là, qui a 2 ans, enfin c'est une success story parce que tu es allée à la NHA, qui est le rendez-vous des nappies et des cheveux texturés, on dit ça comme ça. J'ai le vocabulaire, hein. Voilà. C'est exactement ça. Et puis tu vas partir bientôt à la foire de Paris, madame. C'est ça. On part à la foire de Paris, là, dans une vingtaine de jours. Et non, l'objectif, c'était vraiment de montrer qu'en Martinique, on peut avoir son laboratoire en Martinique et faire de belles choses. C'est vraiment l'objectif de la marque. Enfin, c'est mon objectif perso. Et il y a la concurrence dans ce domaine-là? Oui, forcément. Il y a comment Shirley Bio qui utilise la banane. Alors, elle, c'est plutôt le visage. C'est le visage, d'accord. C'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique, mais on n'est pas concurrente. D'accord. Et il y en a d'autres? Il y a d'autres... Ah, il y a des marques locales, oui. Je pense locales, oui, mais il y a Lisa Loli, oui. bien sûr, on pense à elle. Parce qu'elle, c'est un peu cette histoire-là aussi, c'est qu'elle a commencé un peu dans sa cuisine. Et puis, moi, je te souhaite le succès qu'elle a eu. Mais en fait, ça dit quoi, en fait, l'histoire? C'est que sur notre territoire, on a tout ce qu'il faut pour produire, pour créer, peut-être même... Alors, tu produis à quel... les volumes, c'est quoi? C'est beaucoup? Ça commence à être beaucoup? Alors, parce que vous êtes en supermarché maintenant? Vous êtes à Carrefour? Exactement, on est à Carrefour et nos volumes sont croissants. Là, par exemple, au mois de mars, on a sorti 6000 bouteilles, toute gamme Réfon. On a sorti à peu près 6000 bouteilles. Ça devient industriel, là. Et la marque, elle existe depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans, c'est ça. 6000 bouteilles en 2 ans. Après, L'Oréal n'a qu'à bien se un mois tenir. record. Pardon? C'est notre mois record. Mars? Ouais. Ah oui. Mais c'est que le C'était lié à quoi? Notre implantation dans les carrefours, du coup. Ah oui. Quand la grande distribution te reprend, voilà. On a les codes pour les suivre.
Voilà. Et donc tu produis, vous avez embauché du monde, vous êtes combien? On est une équipe de 6 personnes. 6 personnes, ok. C'est ça. Très bien. On va continuer à parler d'Aloé, on va continuer à parler de cheveux, on va continuer à parler d'Amazon. Là, on fait un petit stop, focus. Alors, dans Focus, vous savez, on s'extrait de nos discussions, où on parle de nous et de vous précisément. Je veux vous parler de Frantz Fanon et de Fanon, qui est le dernier film qui est sorti, enfin qui va sortir au moment où on enregistre cette émission. Il n'est pas encore sorti sur les écrans martiniquais, ni français d'ailleurs, mais il a déjà été vu, et moi je l'ai vu en projection de presse. C'est le dernier film de Jean-Claude Barny. On regarde la bande-annonce. Aux colonies. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ouais, mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. On n'a pas le droit de se défiler. Il y a enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Voilà, on parle sur le plateau. Donc, on peut parler de Fanon. On échange 2 secondes sur Fanon, mais derrière Fanon, moi, je voulais qu'on parle de la dame qu'on voit à ses côtés, qui s'appelle Josie Fanon. Mais parlons 2 secondes de Fanon. On se disait, donc, pendant le film, n'est-ce pas, Alexandra? Donc, quand il arrive, en fait, ce film de Barny est sur sa période algérienne. Fanon, donc, est né en 1925. Cette année, c'est le centenaire de son anniversaire, puisqu'il est né le 20 juillet 1925, et il est mort le 6 décembre 61. Il est mort très jeune. Il avait 36 ans. Quand il arrive à Blida-Joinville, donc il devient chef de pavillon et de pavillon. Il arrive en Algérie, pardon. Il a 28 ans, un peu comme toi. Il arrive et il va s'engager donc aux côtés des Algériens. Donc Fanon, ça vous dit quoi? Si je te dis Fanon, tu me réponds quoi, Lisa? Ça t'inspire quelque chose que tu connais pas trop? Je connais pas assez pour en parler. Mais tu as déjà entendu parler? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Mais c'est l'année, hein, donc si tu veux savoir qui est Fanon, il faut aller voir ce film. Et puis il y a plein de choses. Alexandra Fanon, ça te dit Les quoi? damnés de la terre. Les damnés de la terre, oui. Ouais. Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc et les damnés de la terre. C'est vraiment dans la littérature et dans le mouvement des droits. Pour moi, on parle beaucoup de Césaire, on parle beaucoup de Senghor, on parle beaucoup, de plus en plus de Suzanne Roussy, Césaire, heureusement. Oui. Fanon, dans certaines régions du monde, on ne sait pas qui est Césaire, on sait qui est Fanon. C'est une icône. Ouais. Et pour les peuples du tiers-monde, il a vraiment incarné la révolution. Et alors, dans le film, on le voit, je crois que c'est dans la bande-annonce, c'est la première image, on voit cette femme à qui il dicte donc, le texte. Et cette femme, c'est Josie Fanon, c'est son épouse et donc sa veuve, puisque Josie Fanon, donc, qui est née Marie-Joseph Dublé, donc qui est une Française, une femme blanche. Donc quand il arrive en Algérie, il est avec elle. Elle est à ses côtés et c'est une militante anticolonialiste. Elle a 18 ans quand elle fait la connaissance de Fanon, qui en a 23. Ils se marient 4 ans plus tard, en 52, et elle acquiert la nationalité algérienne en 62. Donc Fanon est mort, puisqu'il est mort en 61. Et alors moi, en préparant cette émission, puisque cette émission Femmes, donc je tiens à parler de femmes, je suis tombée sur une archive en fait qui date du 8 juin 79. C'est une archive incroyable. C'est une interview que Jean-Dominique, qui est un journaliste fameux d'Haïti qui a été assassiné en 2000, Jean-Dominique fait de Josie Fanon. Donc je vous propose d'écouter. Donc j'ai trouvé ça sur un site qui est le site Culture A, Culture Art Histoire, voilà. Et donc on va écouter un premier extrait, Josie Fanon, donc on entend sa voix,
qui parle de la négritude. Écoutons ça. On peut dire qu'il considérait la négritude comme une étape. Enfin, cette histoire de négritude a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde accapare ça de son côté pour plus ou moins son usage personnel. Vous avez parlé de M. Senghor, par exemple, président du Sénégal. Fanon était tout à fait opposé à la conception de la négritude selon Senghor. D'ailleurs, on voit maintenant les résultats de la politique de la négritude de M. Senghor. On peut relire les damnés de la terre et voir comment déjà il y a une critique de ce qu'est actuellement le Sénégal ou un certain nombre de pays africains dans les damnés de la terre. Pas sur le plan de la question de la négritude, sur le plan de la politique, mais vous savez, tout est lié. La négritude est aussi une question politique. Absolument. Et ne serait-ce que le titre fameux de ce pamphlet, qui n'a pas, le mot n'a d'ailleurs aucun sens péjoratif, Peau noire et masque blanc, j'estime qu'il y a là une sorte de réponse et son analyse des nouvelles bourgeoisies du tiers-monde, qui reste encore une analyse actuelle. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas brouiller les cartes. Moi, on pourra me dire, vous n'êtes pas noire, madame, donc pourquoi parlez-vous de la négritude? Moi, je pense que tout le monde peut parler de tout, d'abord. Mais il faut faire très attention, parce que, je dirais d'une façon très simple, peut-être simpliste, c'est pas parce qu'on est noir, de la même façon, c'est pas parce qu'on est blanc, le racisme, parlons du racisme, c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est le plus beau et le plus intelligent, mais c'est pas non plus parce qu'on est noir qu'on est le plus révolutionnaire ou qu'on a la vérité. Voilà, donc premier extrait sur la négritude, effectivement, tu parlais de Senghor. Bon, on l'entend, Josie Fanon, qui était une militante vraiment anticolonialiste et qui, après la mort de Fanon, elle a continué, elle a travaillé, elle était journaliste, en fait. Elle a continué, elle a collaboré notamment à Demain l'Afrique, mais voilà, ça te rapproche d'elle, elle est journaliste. Et vraiment, elle est cinglante quand même à l'égard de Senghor, quoi. Et... il y a des voix qui, à l'époque, il était de bon ton de ne pas critiquer, surtout... les intellectuels qui se sont ralliés à la cause, les surréalistes, etc., à la cause de la négritude. Mais c'est vrai que de plus en plus de voix commencent à s'élever sur certaines positions ou certaines actions ou certains propos ou certaines postures de ces grands hommes, notamment la place ou la non-place qu'ils laissaient aux femmes. Qui était particulièrement active au sein et fondamentale. Bon, par exemple, je crois qu'il y a une étude sur Tropique, qui est cette bible de la culture. Qui n'a pas eu très peu de temps, parce que c'était sous l'amiral Robert. Mais où on parle beaucoup de Césaire. Mais en fait, je crois qu'il y a une analyse des manuscrits. Bien sûr. On se rend compte que je crois que 80%, en fait, c'est Suzanne Césaire. Mais il y a Césaire, il y a Ménil, il y en a quelques autres. Hein, mais que vraiment, en fait, il y avait des... J'aime pas le mot potomitan, mais il y avait des personnes vraiment... des piliers. Qui étaient cofondateurs, mais on a oublié les femmes. Et on a gommé les femmes, comme les sœurs Nardal. Qui sont réhabilitées aujourd'hui, qui, voilà, et qu'on a sciemment... Alors, il y a le contexte qui fait ça, mais on apprend aujourd'hui qu'il y a sciemment eu... des attitudes de ces hommes dont on a nommé les ronds-points, les grandes infrastructures, les aéroports, etc. Et on sait que dans leur attitude humaniste, c'était beaucoup pour les hommes et pas beaucoup pour les femmes. Donc, quand on parle d'égalité, c'est bien de parler d'égalité pour les Noirs, les Blancs, d'où qu'on vienne et de quelque sexe que ce soit. Et là-dessus, il y a de plus en plus de voix qui commencent à écorner un peu peut-être les panégyriques qu'on avait tendance à faire pour ces hommes. Ça ne remet pas en cause ni en question le travail exceptionnel qu'ils ont fait pour l'émancipation des droits des Noirs et des peuples. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas non plus oublier et passer dans l'ombre cette attitude qui est complètement critiquable. En tout cas, dans le film que vous irez probablement voir, Fanon, donc de Jean-Claude Barny, c'est vrai qu'on retrace cette période courte donc de la présidence de Fanon, de 53 à 53, 56, enfin c'est une période très courte de mémoire, mais la place de sa femme vraiment est très importante et on le voit. Alors je ne sais pas si c'est un choix
C'est un choix du réalisateur. J'espère avoir l'occasion de lui poser la question. Mais voilà, elle est présente. Elle est aussi dans cette forme elle est dans une forme presque de radicalité supérieure à France Fanon, qui est effectivement médecin. Mais elle va et ça transparaît. Je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait. Cette fois, elle parle du rapport que Fanon entretenait avec la Martinique, son pays natal. Il n'a jamais perdu de vue son pays. La preuve, c'est qu'il voulait aller y exercer la psychiatrie. Mais je vais vous dire une chose beaucoup plus intéressante que la position de Fanon vis-à-vis de son propre pays. Ça serait aberrant de penser que Fanon ait pu oublier la Martinique ou la Caraïbe. Il s'est toujours senti profondément antillais. C'est qu'actuellement, dans les Antilles dites françaises, il y a un certain nombre de groupes, d'organisations révolutionnaires qui luttent pour l'indépendance, avec les moyens du bord qui sont très difficiles. Et tous ces gens-là se réclament de Fanon. Ce sont des gens jeunes qui ne l'ont pas connu, mais qui se réclament de Fanon. Et parmi les dirigeants de ces mouvements, il y a un tout petit nombre d'Antillais, Guadeloupéens ou Martiniquais, qui, pendant la guerre d'Algérie, ont déserté l'armée française pour rejoindre l'armée de libération nationale algérienne. Voilà, donc une archive, je sais pas ce qu'on fait. Quand je suis tombée sur cette archive, j'étais vraiment tellement heureuse parce que je n'avais jamais entendu Josie Fanon. Il faut préciser que Josie Fanon, donc, qui vit en Algérie, donc qui était algérienne depuis 62, s'est donné la mort. Elle s'est suicidée le 13 juillet 89. Voilà, donc à Alger, et c'est vrai que voilà, cette archive est vraiment très exceptionnelle, j'en perds mes mots. Elle date de 79. J'imagine que c'était un peu nouveau pour toi. Hein. Tu avais déjà entendu parler de Josie Fanon, Lisa? Non. Non, honnêtement, non. Voilà. Et donc voilà, grand monsieur, grande dame, on avance, mot de femme. Alors, je suis avec deux invités, comme tous les mardis, Lisa Romani et Alexandra Arne, et nous parlons de Aloe, qui est la marque et les produits capillaires et qui ont justifié un prix d'innovation, le prix de l'agrotransformation. On peut parler de la dotation de ce prix, s'il te plaît, Lisa? Oui, on peut en parler. Combien? Donc, vous avez gagné des sous? Grâce à ce prix, on a gagné 12 000 €. C'est bien? Ah, c'est pas négligeable, hein. C'est bien ou c'est pas négligeable? Non, c'est très bien. On est très contente d'avoir gagné ce prix. Oui. D'accord. Et ça va vous aider notamment parce qu'il y a des frais engagés pour partir. C'est ça va nous aider dans le développement de la société, les frais engagés, les innovations qui arrivent. Ok. Juste, on va rendre hommage à tes collègues, puisqu'il y a eu, je dis, ce prix du PARM, partenariat Carrefour. Donc il y a eu 4 lauréats. Donc Aloe, donc toi, le potager des Mornes, Delphine Séguil, Excellence Glace, Pascal Féval, et puis Cerise Pays, donc Naomi Arnaud. Voilà, dans des catégories différentes. C'est ça. Des catégories différentes. Revenons à toi, Alexandra. Tu es donc aujourd'hui, full-time sur Amazon. Oui. Parce que tu disais que c'était une fédération. Vous êtes combien? 7? Il y a 7 associations à travers les Outre-mer. Il y a 7 associations à travers les Outre-mer. On est en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Paris. On a des connexions aussi avec des associations à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna. Donc on peut vraiment dire qu'on est un peu partout. Et on a des personnes qui nous appellent de Saint-Martin et des autres îles pour, pourquoi pas, développer le même type de mouvement sur la Précisément, c'est quoi? Donc, vous êtes ouvert aux femmes atteintes du cancer du sein, exclusivement aux femmes. Et comment vous accompagnez ces femmes? Alors, on accompagne les femmes, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Amazon, c'est l'en mou, toute coulée parce qu'on accompagne les femmes, quel que soit le type de cancer. Oui. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de nous pendant octobre, parce que c'est une période où il y a beaucoup de visibilité mondiale. Donc, on profite de ce moment-là pour sensibiliser au maximum. Mais c'est vrai qu'on accompagne les femmes, quel que soit le type de cancer et leur entourage. Le type d'accompagnement qu'on propose, par exemple, on a créé une maison participative non médicalisée, un nid. C'est un petit cocon où les femmes sont accueillies, on les accompagne avec ce qu'on appelle les soins de support, donc c'est du yoga, de la sophrologie, on leur apprend aussi comment prendre soin de leurs cheveux quand ils tombent, quand ils repoussent, on réapprend à s'aimer aussi parfois parce que le corps est pas mal malmené par les traitements, que ce soit physique ou psychologique. Et puis on s'est rendu compte aussi que même du point de vue de l'emploi, une personne sur 3, 2 ans après avoir eu un cancer, perd ou quitte son emploi.
Et c'est des chiffres qui sont nationaux. Et là-dessus, à chaque fois où on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette, on essaie avec nos moyens, parfois petits, parfois un peu plus importants en fonction du développement des associations, d'apporter des propositions. Et aujourd'hui, vous faites vraiment partie de cet écosystème qui accompagne les femmes et les autres d'ailleurs dans le cas de cancer en fait. Oui, vraiment, en l'espace de 8 ans, on a la chance que notre voix soit entendue. Alors bien sûr, il a fallu parler fort, parfois ouvrir... C'était quoi les obstacles ? Les obstacles, c'était, mais c'est pas lié spécifiquement à la Martinique, même si il y a quand même, quand on arrive en 2017, pas mal de tabous. On dit pas qu'on est malade. On a connu des situations de personnes qui ont suivi tout leur parcours de soins sans dire à leurs proches. Avant c'était tabou. Malades. Oui, excuse-moi, je t'interromps. Ouais. Avant c'était tabou. C'est vrai que quand on voit ces photos, je me rappelle, c'était des photos en noir et blanc. Il y en avait en noir et blanc. Il y avait tout type de photos. Ces photos là et on n'est pas habitué à voir ces femmes qui se mettent donc seins nus, donc parfois sans un sein, sans deux seins. Et donc, ça brise des tabous, en fait. Ouais. Et donc, il a fallu ouvrir les portes, en fait. Et ça, c'était compliqué. Et j'ai un ami photographe qui a participé à l'expo. Et sa question, il a fait la photo. D'ailleurs, c'est lui qui a fait ma photo, qui était très, très belle. C'est Georges-Emmanuel Arnaud, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui m'a quand même posé la question, mais je ne comprends pas, avant, tu n'as pas fait de photo comme ça, pourquoi tu en fais une maintenant comme ça? Et il a fallu lui expliquer, en fait, que ça répare. Que je crois vraiment que l'art a cette vertu thérapeutique et que l'art répare. Et c'est pour ça qu'au sein de nos associations, au maximum, on essaie de faire de l'art-thérapie avec de la photothérapie pour se réconcilier avec ce corps qui est différent, qui sera jamais comme celui qu'on avait avant et qui est désormais notre allié, parce qu'on a parfois un peu cette... tu vois, chez Amazon, on utilise, même si on est des Amazon, je dis souvent on est des Amazon 3.0, on essaie de pas employer le vocabulaire guerrier. On dit parfois, effectivement, on doit y aller, on doit aller au combat, mais parfois on n'a pas envie, on a juste envie de s'asseoir et de pleurer, et c'est OK. Parfois, on a envie de rigoler, il y a beaucoup de rire, par exemple, au sein des nids. Parfois, les personnes n'osent pas venir nous voir en se disant... Je suis déjà malade, je ne vais pas en plus aller dans un truc où on va parler de la maladie. Vous pouvez passer 1 heure d'atelier sans parler une fois le mot cancer. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. Le cancer ne nous définit pas. On est des femmes, on aime s'occuper de nos cheveux, on aime regarder des films, on est des femmes d'entreprise, on accepte notre corps et voilà. Alors, je passe du coq à l'âne, là. Je vais donner la parole à Lisa. Il nous reste 15 minutes. Lisa, parle-nous un petit peu de l'approvisionnement. Parce que Aloé, au début, gombo, donc effectivement, on cultive du gombo, mais on en cultive suffisamment pour produire ce que vous avez à produire ? On a différents partenariats avec des agriculteurs locaux. On a des parcelles qui nous sont attitrées. Donc, on a réussi à avoir notre minimum de stock. Et le gombo n'est pas une culture saisonnière ? Alors, avec une saisonnalité ? Oui et non. Il y a des périodes de l'année où il va y en avoir forcément plus et des périodes où on en trouvera plus rarement, mais globalement, on arrive à en avoir toute l'année quand même. D'accord. Aujourd'hui, vous produisez pour un marché local uniquement, vous exportez en Guadeloupe, en Guyane, en France, au Japon Alors, pas encore au Japon, mais on exporte en Guadeloupe notamment et en métropole via notre site internet et les événements que l'on fait. Mais ce sont des produits qui sont... pour les cheveux texturés, les cheveux crépus, ou ça peut être pour n'importe quel type de cheveux? L'idée vraiment d'Aloé, c'est d'adopter la routine selon les objectifs de chacun, les cheveux de chacun. Donc, on n'a pas de... C'est principalement les cheveux texturés, mais après, un cheveu lisse peut très bien utiliser le shampoing et l'après-shampoing, par exemple. Ok. Et alors, je me suis laissé dire, chère Alexandra, maintenant qu'on a beaucoup parlé effectivement d'Amazon, de la Fédération, que tu avais été en formation pendant 1 an dans une grande école. Oui, j'ai une chance exceptionnelle. Qui s'appelle la grande école, tu vas nous dire, je cherche. INSP. C'est l'INSP. L'INSP va pas dire grand-chose aux gens. C'est l'ex-ENA. C'est l'ex-ENA. ENA, on connaît, oui. L'ENA, on connaît mieux. Et c'est une chance assez exceptionnelle, vraiment, que je mesure. Tu as été sélectionnée. J'ai été sélectionnée. Parmi les leaders de demain. C'est ça. Oui. Et vraiment, c'est un truc qui m'arrive en décembre 2024. Oui. Fin d'année, je reçois un mail où on me dit, voilà, vous avez été sélectionné parmi les leaders de demain, vous allez intégrer la formation qui s'appelle... Tu n'avais rien demandé à personne? Rien à personne. Donc je reçois ça, donc je me dis, c'est un spam.
déjà, je me dis, ok, c'est un spam, je regarde même pas la suite, je fais mes affaires. Puis après, le truc me titille. Je dis quand même, va regarder, et je vais jusqu'au bout. Et ça me paraît de plus en plus plausible. Donc, j'appelle le numéro. Effectivement, c'est une vraie personne, c'est une vraie formation. Et effectivement, j'ai été sélectionnée parmi une dizaine de personnes en France qui travaillent, de dirigeants de la haute fonction publique, de l'économie sociale et solidaire. Oui. Donc, on est une dizaine. D'accord. Ces personnes de l'économie sociale et solidaire rejoignent 120 hauts fonctionnaires, donc qui travaillent dans les hautes administrations, ministères, tous les ministères du gouvernement. Donc on les entend pas. Enfin, quand on a nos sessions de travail, on les entend parler de Bercy. Tout d'un coup, ils sortent parce que ils reçouvent aujourd'hui Emmanuel Macron dans leur. Parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est un peu eux qui décident. Et c'est vrai que c'est vraiment. Oui, je mesure la chance que. Et c'était une formation de très haut niveau. Oui, c'est une formation de très haut niveau. Alors ce qu'on nous apprend, c'est vraiment comme le leadership. Le leadership au sein de nos organisations, et puis ce qu'on apprend aussi, parce que du coup, c'est beaucoup, il y a près de plus de 120 personnes qui font partie de cette formation, sont issues des hautes écoles, polytechniques, Sciences Po, etc. etc. Et avec du monde de l'économie sociale et solidaire, ça les ramène un peu au terrain. Oui. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on voit effectivement à quel point parfois il peut y avoir un hiatus. Et les sessions de travail, on est répartis en 8 groupes, donc il y a 8 sous-groupes. Et on a des sessions de travail à la fois les 135 ensemble et les sous-groupes où on travaille sur la notion de leadership, d'accompagnement. Comment mieux travailler au service public, au service des Français et des Françaises. Et tu étais la seule des Outre-mer, on va dire, entre guillemets. Sur 135 personnes, il y a 3 Noirs. Oui. Parmi ces 3 personnes, il y a 2 femmes et une personne issue des territoires d'outre-mer. Donc c'est l'occasion pour ces personnes, ces hauts fonctionnaires un peu, effectivement, hors sol parfois, de savoir un petit peu plus sur. Je mets toujours, ces territoires. Tu serais surprise, je mets systématiquement la touche outre-mer. Ils en ont marre. À chaque fois qu'il y a une question, ils connaissent pas. À chaque fois qu'il y a une question. Au sujet des Outre-mer. Oui, bien sûr. Mais quand on parle d'être hors sol, ils sont aussi très loin des Outre-mer. L'avenir pour toi, c'est quoi ? Pour ton association, ton entreprise, décidément. Ton entreprise, donc, c'est quoi l'avenir ? C'est comment tu te projettes dans les 5 ans, les 10 ans ? L'objectif, c'est déjà de multiplier nos points de vente, vraiment, et de faire monter Aloé au-delà des frontières de la Martinique. Donc, on veut vraiment commercialiser dans la Caraïbe, mettre les packaging en anglais, et vraiment, on y va. C'est vraiment l'objectif. C'est ça l'horizon. Et alors, comment les producteurs d'ici te suivent ? Les producteurs de gombo ? Oui. C'est compliqué. C'est difficile. Oui, c'est difficile de trouver vraiment un producteur attitré qui est prêt à nous suivre. Oui, mais tu rassembles plusieurs producteurs pour faire face à ta demande. On rassemble plusieurs producteurs, mais parfois, c'est malheureux à dire, mais parfois, certains producteurs préfèrent vendre moins et nous refuser une grosse commande. Pourquoi ? Pour pouvoir vendre peut-être un peu plus cher, qui sait, à quelques kilos par-ci, quelques kilos par-là, qui on va lui en demander 50 d'un coup. Qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Je vais poser la question différemment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu localises l'ensemble de ta production, parce que tu veux atteindre le monde, et c'est super, c'est ce qu'on te souhaite, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu continues à te développer ici ? Déjà, par rapport au gombo, un producteur qui accepte de nous dire ces parcelles-là sont à vous, sont à Aloé, et tous les gombos sont pour Aloé. Tu as besoin de combien par an ? On va se mettre dans les gombos. Par exemple, en 2024, on a acheté 2,1 tonnes de gombo. D'accord. On a acheté 2 tonnes. Tu peux créer une filière. 2,1 tonnes de gombo. C'est ça, à peu près. D'accord. Mais et toi, si tu es distribué, que tu as encore des perspectives d'export, tu peux effectivement être à l'origine de la mise en place d'une filière de diversification qui va aller chercher du poséi, notamment, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Donc, je pense au cacao. Oui, au café. Cora Bernabé. Cora, oui, tout à fait. Qui aussi peut être un exemple en la matière. Oui. Et donc, c'était compliqué, quoi. Le plus de 1 tonne de gombo, c'était compliqué à avoir. Alors, c'était compliqué, oui et non, parce qu'on a toujours su faire nos stocks pour éviter la rupture. Donc, du coup, on arrive quand même à gérer. Mais l'idée, ce serait que le gombo, ce soit vraiment
sanctuariser et que ça se développe. Mais vous n'en êtes pas au point d'utiliser des gombos qui viendraient d'ailleurs. Ah non, par contre non, et ça on y tient, on veut vraiment utiliser des gombos locaux. Donc messieurs les agriculteurs, le gombo a de l'avenir avec Aloé. À ce stade de l'émission, il faut que je vous pose une question à laquelle vous ne vous attendez pas. On va parler de nom. On rend hommage, même si on a parlé de Fanon, mais on rend hommage à un homme. De quel homme vous voudriez parler, Lisa? Ah, j'aime bien les yeux. Ah oui, parce que ça, on ne s'attend pas à ça. Bon, je te laisse réfléchir 2 secondes. Ça y est, Alexandra, de quel homme? Quel homme? Il peut être proche, grand homme, proche de votre doudou, votre papa, votre fils, ce que vous voulez. Quel homme? Moi, j'aimerais parler... Enfin, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite parlé, tu sais, je pensais à ce... Il est prix Nobel, ce chirurgien africain. Le docteur Denis Mukwege, voilà. Dont on a souvent parlé, enfin 1 ou 2 fois parlé ici, notamment quand il a eu le prix Nobel. Oui. Parce qu'il répare les femmes du Congo, tout à fait. Absolument. Et j'ai lu dernièrement un discours qu'il a fait lorsqu'il a reçu le prix Nobel. Mais tu as tout ton corps, là, c'est pas les poils en fait, c'est tout ton corps qui se... Pourquoi? Parce qu'il décrit une situation. Oui, parce que ce monsieur, en fait, si tu le connais pas, il est donc chirurgien, médecin en Afrique, c'est au Congo. Il est au Congo. Au Congo, il y a une guerre. Où il y a une guerre en ce moment. Enfin, il y a une guerre, voilà. Et l'une des armes de guerre, pas qu'au Congo, pas qu'en Afrique, malheureusement en Ukraine c'est le cas aussi, c'est de détruire les peuples par les femmes. Les femmes, ce sont les femmes. Par les viols systématiques. Et pas que les femmes. Les enfants et les nourrissons. Oui. Et il raconte, et son travail, c'est de réparer les femmes, c'est-à-dire que mais il reçoit des femmes vraiment qui sont des enfants voilà. détruits, notamment les appareils génitaux. Et son travail, c'est aider à la reconstruction à la fois physique mais psychologique des femmes. Et je trouve que le travail de cet homme est incroyable. Il a déjà été menacé de mort, il a été déjà visé par des attentats, etc. Et il reste chez lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maintenant fait beaucoup effectivement, il parle, il prend beaucoup la parole, de plaidoyer effectivement contre la guerre et puis pour la restauration des femmes. Mais il est chez lui, quoi, en dépit des menaces qu'il a subies. Il est exceptionnel. Denis Mukwege. Oui. Tout à fait, on en a parlé. On en a parlé quand il a reçu le prix Nobel. Et voilà, il travaille notamment, il faut le dire, dans son hôpital au Congo, il travaille notamment avec un docteur belge qui s'appelle docteur Kadiéré aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais voilà. Et alors, j'aimerais juste, et s'il fallait juste mettre un parallèle, mon chéri, Vianney Sotès. Ah voilà, qui est un grand réalisateur, qui fait plein de belles choses. Il fait plein de belles choses. Il a fait un beau film d'ailleurs, le film sur Amazon. Amazon l'art de revivre, et puis c'est quelqu'un qui, qui a toujours été à mes côtés pendant la maladie. Je pense que c'est important de parler des aidants. Oui. Il y a la personne qui est touchée par la maladie, mais cette maladie touche de façon concentrique toutes les personnes qui sont autour de nous, les enfants et les aidants. Sans les aidants, je pense que beaucoup d'entre nous, les Amazones, ne seraient pas là. Donc, je voulais aussi... Vianney, voilà. Ton doudou. C'est ça. Voilà. On t'embrasse, Vianney. Moi aussi, et Lisa aussi, on t'embrasse. Et Lisa, tu as eu le temps de réfléchir. Mais moi, je ne pourrais pas parler d'un homme, mais parler des hommes de l'ombre qui nous soutiennent, qui nous aident à construire Aloé, à se construire nous, et qui nous aident à travers, dans la société, les frettes, les hommes de l'ombre. Par exemple, Mehdi, on n'en parle pas beaucoup. Mais parle de sur Mehdi. Aloé, mais il faut savoir que c'est grâce à lui si nos packaging ils sont comme ça, si le site il est comme ça. Il a fait des nuits blanches pour construire Aloé, et pour l'image d'aujourd'hui, on lui doit beaucoup. Hein. Mehdi Lemniz. Mehdi Lemniz, c'est ça. Lemniz. Donc c'est lui qui a créé. Donc tu as imposé la couleur, on a compris. Le packaging. Elles ont. Avec Fiona. Oui, avec Fiona. Oui. Il faut rendre hommage aussi à Fiona. Et puis on peut penser aussi à notre papa qui a fait des nuits blanches dans notre local qu'on a eu à Ducos pour faire les travaux, les finitions, les peintures. Non, et quand Fiona et toi, vous lui avez dit à votre papa, vous lui avez dit, bon papa, on va se lancer dans cette affaire et tout, il t'a pas dit, vous êtes folles mes filles? Ah non, il a dit, je vais planter du gombo. Ah, et il en plante. On a fait quelques tentatives, mais pas assez pour c'est le premier fournisseur. Ok. Il est de quel milieu ton papa? Il vient de l'entreprise, il vient de l'agriculture, non? Non, il est à son compte aussi avec maman. Donc il est entrepreneur. Il est entrepreneur. Donc voilà, le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre, comme on dit, l'entrepreneur. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la forme, ça veut dire qu'on a presque fini cette émission. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Le mot de la fin, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais relever, souligner, que tu n'aurais pas dit, Lisa?
en parlant de Aloé, en parlant de l'avenir que tu prépares à Aloé, et pour nos cheveux aussi. Ce serait remercier nos clientes qui nous suivent depuis le début, quand les packaging n'étaient pas au point et qui nous ont pas lâchés et qui nous soutiennent de jour en jour via les messages Instagram et autres, le soutien qu'on reçoit de notre communauté, qu'on peut dire. Moi, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, on est, tu sais, depuis quelques années, on parle beaucoup, tu sais, de souveraineté ou d'autonomie. On est peut-être un petit peu, comment dire, circonspect quand on dit oui qu'on peut peut-être inverser la tendance du tout consommation de l'extérieur. Tu sais, tout importer, on est dépendant. Enfin, c'est un chiffre qu'on connaît, 80% de nos consommations viennent de l'extérieur. Toi, tu es en train de relever un défi contraire, quoi. Toi, tu veux inverser la tendance. Oui, c'est ça, on veut montrer qu'on n'a pas besoin de... Alors certes, sur quelques matières premières, on est obligé de se fournir en métropole, mais 90% de notre produit vient de Martinique. Et notre labo est en Martinique, fabriqué par des Martiniquais. C'est vraiment l'objectif. Mais on pourrait faire des produits à base de tous les fruits de la nature, quoi. On a plein de choses. On est riche de plein de fruits, de légumes qui pourraient être à la base de plein de produits différents, d'ailleurs. Oui. À côté du gombo et de l'aloé, tu penses à autre chose ? Elle ne veut pas nous dire. Non, il ne faut pas qu'elle nous dise. Il y a des projets ou pas ? Il y a des gens qui écoutent. On a des projets. La caïmite, l'ananas, la caïmite, etc. Mais vous essayez, l'innovation, vous êtes tombé dedans, là. Oui, on est tombé dedans. Après, Fiona a du mal à se décoller du gombo parce que c'est vraiment un coup de cœur. Oui. Mais on pense à d'autres choses. Donc, et vous testez ? Oui, on teste. Ok, très bien. Le mot de la fin, le mot de la forme, Alexandra, ce serait quoi ? Alors, le mot de la forme, déjà, ça serait waouh. Pour Lisa, franchement, je suis impressionnée. À 25 ans, comme ça, lancer sa boîte, je suis vraiment STBQué. Donc, félicitations. Et tu es vraiment une source d'inspiration pour toutes les femmes. Et puis, le mot de la forme, ça serait, de la fin, ça serait merci. Merci à tous les colibris. Les colibris, ce sont tous les bénévoles, toutes les personnes qui s'impliquent pour faire avancer la cause des femmes touchées par cette maladie et sans qui on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, les colibris volent d'île en île, de territoire en territoire et donnent beaucoup de bonheur à beaucoup de femmes et à leurs familles. Donc un grand merci, ce serait mon mot de la fin. La prochaine étape pour vous, c'est quoi ? Pour Amazon, fédération, c'est... La prochaine étape, c'est un nid pour tous les territoires des Outre-mer. Pour l'instant, on en a 4 sur 8. Et ça serait... on a des demandes aussi dans la Caraïbe, aux États-Unis et ailleurs. Ça serait d'avoir ce qu'on appelle une tête de réseau suffisamment solide pour pouvoir accompagner les femmes dans le monde qui ont envie d'avoir ce concept chez elles pour les accompagner à le mener à bien. Merci Alexandra Arnay, merci Lisa Romani d'être venue nous parler de ce que vous faites et puis vraiment de ces initiatives extraordinaires et inspirantes. Merci. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité sur Zitata, d'abord le mardi à 20h10, puis en rediffusion, et puis la chaîne YouTube. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas devant la télé, vous allez sur YouTube, Zitata, il y a des playlists dont Forme. Je remercie aussi Edine qui nous a maquillés, et puis David qui est toujours aux manettes là derrière, et puis dans l'oreillette. Voilà, on est transparente. Merci, à bientôt, à bientôt. Femme, 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 femme.